Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre à ce grand débat de ce samedi 17 septembre 2022. C'est le Morning Live sur Golf TV Africa. Vous le savez, nous reprenons de fort belle manière les commandes avec des débats d'idées, des émissions thématiques qui aborderont les préoccupations des Béninois. Nous vous retrouvons, mesdames, messieurs, pour aborder, bien entendu, pour parler des analyses, pour les interprétations avec un plateau. Les débatteurs. Ce samedi, nous parlerons de la vague de démissions observée au sein des partis politiques, de la rentrée scolaire 2022-2023, le traitement à double vitesse des enseignants, et puis les 46 mercenaires ivoiriens encore au Mali, vers quelle porte de sortie. Mesdames, Messieurs, donc 3 sujets au cœur des discussions ce samedi. C'est un secret de polichinelle. Nous assistons depuis peu à une vague de démissions au sein des différentes formations politiques de notre pays. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Allons-nous vers le déclin des partis politiques? La réforme du système partisan a-t-elle échoué? Pour en parler ce matin, j'ai en plateau, bien entendu, Alphonse Moïse Soundé, analyste politique. Alphonse, bonjour, bienvenue. Également, je vais dire Léonard Claudel Soneïcon de la rédaction de Golf TV Africa. Léonard, bonjour. Bonjour Spéro, bonjour à toutes, bonjour à tous. Valentin Adibota, consultant en médias. Valentin, bonjour. Bonjour Spéro. Gauthier Sénodé de la rédaction de Golf TV Africa. Gauthier, bonjour, bienvenue. Bonjour Spéro, bonjour à toutes et à tous. Mesdames, Messieurs, merci de nous préférer. Installez-vous confortablement. Mais d'abord, le bulletin de l'information. La rentrée scolaire 2022-2023, les stands de vente de fournitures scolaires connaissent déjà une relative affluence. C'est le cas des points de vente de Figrosset et de l'Étoile Rouge qui attendent impatiemment les parents. Voici le constat réalisé. La cherté de la vie n'épargne pas le secteur de l'éducation, notamment les intrants scolaires, en cette veille de la rentrée. Les derniers parents font encore le tour de quelques stands pour répondre aux besoins des établissements. C'est le cas de ce conducteur de taxi-moto. C'est grâce à Dieu que j'ai pu, cette année, vite trouver les moyens pour pouvoir revenir aux besoins de ces fournitures. On suppose que peut-être, tout le monde dit que c'est la guerre qui est entre la Russie et l'Ukraine qui ont entraîné cette augmentation de prix. Et on constate que c'est un peu partout dans la sous-région, ce n'est pas au Bénin seul. L'année passée, moi, j'avais dépensé 25 000 francs, mais cette année, ça n'atteint même pas 20 000 francs. Et pour les filles, là, la formalité, c'est à 3 500 francs par rapport à l'année passée qui était à plus de 6 000 francs. Donc je remercie l'État pour ça. L'éducation est comme la santé qui n'a pas de prix, insiste ce parent pour qui les prix des intrants scolaires sont relativement abordables. Les achats sont toujours importants à faire, surtout à la veille de la rentrée, parce que, bon, vous savez, il faut attendre, pas forcément le dernier jour comme vous le dites, mais il faut toujours s'apprêter. Donc je suis venu pour faire quelques emplettes, quelques achats dans le cadre de la rentrée scolaire de mes enfants. Et ces achats, comme vous le demandiez tout à l'heure, les prix sont plus ou moins abordables. Bon, l'éducation en réalité, en termes de l'éducation, on ne va pas parler de la charité, parce que c'est un peu comme la santé. Donc l'éducation, pour moi, investir dedans n'est pas qu'on va dire que c'est cher, c'est moins cher. Non, chacun sait ce qu'il cherche en achetant un article pour son enfant. Puisque si on va dire que c'est cher, ça veut dire qu'on va vouloir diminuer. Donc on ne va pas diminuer parce que c'est nécessaire, important, indispensable pour l'enfant. Parce qu'à la place d'un cahier de 300 pages, vous n'allez pas acheter un cahier de 100 pages. Donc dire que c'est cher ou bien c'est parce que c'est 1300, un cahier de 300 pages cartonné et dire ne pas l'acheter, ça pour moi, ça ne se passe pas. Donc quelle que soit sa charité, nous devons tout faire en tant que parents, tout faire pour les acheter, pour l'enfant, parce que nous attendons un résultat. Et qui dit résultat
dit moyens. Il faut avoir mis les moyens pour attendre, n'est-ce pas, à un résultat. Donc pour moi, ce n'est pas cher. Dans les stands de vente de fournitures, tout a augmenté, s'insurge cet usager qui s'en remet à l'État pour aider les parents face à la crise économique. C'est dû au fait que l'ouverture pour l'État, pour que nous ayons les cahiers à temps dans les frontières et autres, selon moi, c'est à cause de ça. Ou encore, on nous parle aussi de qu'à la frontière, qu'il y a de taxes et impôts et autres. La douane aussi qui ne cesse de les tasser. C'est ce que nous avons recueilli aussi des vendeurs grossistes comme en détail aussi. Alors, le pouvoir en place doit subventionner pour nous aider, parents pauvres qui sommes dans les recoins du Bénin. Sinon, on va envoyer l'enfant à l'école primaire comme au collège, mais les enfants n'auront pas des cahiers dans lesquels ils vont écrire. Pour le spécialiste en étrangers scolaires, plusieurs facteurs expliquent la cherté, dont, entre autres, le tarif douanier, la fiscalité et la guerre en Ukraine. Ce n'est pas que les fournitures scolaires qui ont connu de hausse de prix. Même ce que nous consommons, même ce que nous utilisons chaque fois, nos habits, tout a connu de prix. Et ce qui nous a sauvé un peu, le gouvernement a pu toucher le secteur agricole en subventionnant les engrais. Et ça facilite, ça donne l'avantage aux producteurs de se soulager et de maintenir le prix de certains vivriers qui est à la portée de tous. Mais quand on vient sur la question des fournitures scolaires, il faut d'abord aller dans les années 2019, par l'avènement du Covid-19 qui est arrivé, qui a impacté négativement le monde des affaires, ce qui a touché beaucoup de sociétés de production de ces fournitures ont fermé, d'autres ont perdu leur personnel. Ça a fait que quand ils ont repris les activités l'année passée, et de façon timide, ils sont obligés d'augmenter le coût de production. Vous voyez, les matières premières sont devenues chères et le coût de production aussi a connu un peu d'augmentation. Les stands de vente de fournitures scolaires seront animés encore pendant plusieurs jours, tout en espérant d'autres parents. Parlant toujours de rentrée scolaire, eh bien, les stands de vente connaissent une relative affluence. Pour les pédagogues, le succès d'un élève dépend de la manière dont il a commencé son année scolaire et des objectifs qu'il s'est fixés. Pour y parvenir, bien entendu, Fulgence Rwangonon, coach scolaire et en management de la famille, pense que les parents doivent signer un contrat de performance avec leurs enfants dès le début de l'année scolaire pour les amener à s'auto-évaluer. Eh bien, je vous invite à suivre le coach scolaire au micro d'Ulrich Assogbakpe et d'Orience Romao. Le défi majeur de tous les parents, c'est de voir leurs enfants réussir à la fin de l'année scolaire. Réussir à la fin de l'année scolaire veut dire qu'il faut bien commencer la rentrée. Bien commencer la rentrée, c'est commencer par avoir les bonnes notes dès le début de la rentrée. Et vous savez, le succès, c'est une question de méthode et d'organisation. Ce que nous proposons à toute la communauté éducative, surtout aux parents et aux apprenants, c'est de réaliser le contrat de performance entre parents et apprenants, c'est-à-dire les parents et leurs enfants. Sur quel contrat de performance ils vont commencer la rentrée. Alors, le contrat de performance est autour de 3 choses. Il y a l'aspect décision, la programmation et l'action. C'est très important. Nos enfants doivent décider de leur succès. Ils doivent programmer leur succès, ils doivent passer à l'action pour réussir. Cela consiste à faire quoi? La décision, c'est aussi simple que cela. C'est amener nos enfants à se fixer des objectifs. S'ils sont au secondaire, c'est que les apprenants, leurs enfants doivent dire quelle est la moyenne que tu veux avoir au premier trimestre. C'est l'objectif global. Je veux avoir 14 de moyenne au premier trimestre, c'est mon objectif global. Et si vous voulez avoir 14 de moyenne, quelle est la moyenne que vous voulez avoir dans chaque matière? C'est ce que nous appelons l'étude des compétences. Donc les enfants doivent définir et écrire
dans chaque matière la moyenne qu'ils veulent avoir. Et vous savez, le succès, c'est une question de comportement. Après, il y a l'objectif des attitudes. Je perds mon temps devant la télé. Je ne vais plus perdre mon temps devant la télé. C'est une attitude d'attitude. L'enfant qui n'aime pas se réveiller tôt le matin, vite me réveiller le matin devient une attitude des attitudes. Je bavarde en classe. Je ne vais plus bavarder en classe, c'est une attitude des attitudes. Donc, autant il faut fixer les notes, autant ensemble avec les parents, il faut élaborer le comportement pour réussir. Mais quand nous sommes au primaire, l'attitude globale, ce n'est pas la moyenne du premier trimestre, c'est le rang que l'enfant va occuper pour la première composition. L'enfant dit le rang. Et la note qu'il veut avoir pour la première composition, dans chaque matière, la note, c'est le titre des compétences. Et le comportement, c'est la même chose. Donc, j'invite tous les parents à réaliser avec leur enfant ce contrat-là. Mais le contrat-là n'est pas oral. C'est à écrire. Ceux-là qui ont le cahier des objectifs, ils peuvent y mettre dedans. Ou bien vous prenez un cahier de 50 pages pour toute la famille et chaque enfant va pouvoir mettre dans ce cahier la moyenne qu'il veut avoir, le rang qu'il veut occuper, premier trimestre sur la première composition, la moyenne qu'il veut avoir et le comportement qu'il veut avoir. Ça, c'est l'aspect décision. Mais vous savez, nous devons aussi amener nos enfants à programmer, c'est-à-dire à inscrire chaque tâche dans le temps en fonction de leur objectif. Autrement dit, c'est s'organiser. S'organiser, c'est pouvoir inscrire chaque tâche dans le temps en fonction des objectifs. Alors quand l'enfant rentre à la maison, qu'est-ce qu'il doit faire? Je dis souvent que, vous savez, l'école est organisée. Quand l'enfant vient au portail de l'école, il sait qu'à 8h, à 9h, il a tel cours, ou bien il a telle matière s'il est au primaire. Mais quand nos enfants viennent à la maison, est-ce qu'ils savent ce qu'ils veulent faire à chaque moment de la soirée? C'est très important. Pour réussir, il faut que la maison soit aussi organisée comme l'école. Donc, c'est l'aspect programmation. Ce que nous proposons à nos apprenants, c'est 3 choses. Quand nos enfants rentrent à la maison le soir, qu'ils fassent la lecture des cours de la journée, la révision des cours de lendemain, puis un exercice. Et j'ai l'habitude de dire que le futur, c'est notre action dans le présent. Ce qui doit motiver l'action des enfants, c'est quoi? C'est l'effort. Nos enfants doivent développer le sens de l'effort. Nos enfants doivent développer le sens du sacrifice, accepter de renoncer au plaisir de l'instant pour goûter à la joie de tous les temps qui sera une conséquence du succès. Donc, nos enfants doivent développer le sens de sacrifice, plus la discipline. L'action, c'est développer les 3 principes de l'action, c'est-à-dire l'effort, le sens de sacrifice et la discipline. Quand nos parents, chaque parent aura à faire cela avec son enfant, c'est qu'il aura déjà signé avec lui ce que nous appelons le contrat de performance entre apprenants et parents. J'invite toutes les familles béninoises, chaque parent, à s'asseoir avec son enfant avant la rentrée ou plus tard, dans le mois de septembre ou début du mois d'octobre, pour qu'on réalise ce que nous appelons le contrat. Un contrat écrit, c'est un lien. Vous savez, après on va dire qu'il faut suivre nos enfants à l'école. On ne suit que les objectifs que les enfants ont fixés. Parce que vous avez fixé un objectif, on va suivre l'objectif pour voir si vous êtes en train de mettre vos pieds dans les pieds du succès en fonction de ce que vous avez élaboré. Et cela, après, il y aura les bilans à mi-parcours, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais j'invite tout le monde, toute la communauté éducative à réaliser ce contrat. Nos enfants ne peuvent pas ne pas réussir, mais le succès de demain commence dès aujourd'hui. Les 21 établissements publics et les 288 établissements privés d'enseignement secondaire du département du Littoral sont déjà prêts pour la rentrée scolaire 2022-2023. C'est l'assurance donnée par la directrice départementale littorale des enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle. Eh bien, les cours vont aussitôt démarrer, a-t-elle fait savoir. Suivez. La rentrée scolaire est prévue pour le 19 et là, tout le personnel administratif est prêt pour que les cours démarrent effectivement. Et nous sommes à pied d'œuvre pour que cela soit une réalité. Et depuis hier, nous sommes en train de faire le tour pour constater l'effectivité et les dispositions que nous avons prises en direction de cet établissement pour savoir si ils sont en train de respecter. Et je peux vous rassurer que tout est en train d'être respecté suivant le chronogramme pour que le 19, les cours reprennent conformément aux instructions de l'autorité. La rentrée va effectivement commencer le 19 et je certifie, parce que j'ai démarré déjà depuis hier, conformément à mon chronogramme, une tournée et des équipes sont à pied d'œuvre sur le terrain depuis lundi pour suivre
le chronogramme et voir comment les préparatifs évoluent pour que le lundi, sans faute, la rentrée ait lieu. Il a dit que lundi, les cours démarrent réellement. Il n'y a pas de... On est en train de préparer la classe, on est en train de balayer, non. Et je peux vous rassurer que par rapport à ces zones, nous sommes déjà pour enlever les mauvaises herbes, essayer de remblayer. Et les remblais ont déjà eu lieu juste avant les périodes d'examen. Et il y a déjà satisfaction à ce niveau chez les chefs d'établissement. J'ai 21 établissements publics et 288 établissements privés. Et des 21 établissements publics, j'ai 2 lycées d'enseignement technique et de formation professionnelle. Et j'ai un centre incubateur. Le reste, c'est des collèges d'enseignement général dans Cotonou. Puisque c'est une commune à statut particulier, tout se concentre dans Cotonou. Le même programme exactement et il démarre le même jour, conformément aux instructions. Et nous sommes à pied d'œuvre par rapport à ça, puisque les présidents des établissements publics et privés sont invités très prochainement dans les jours qui vont venir pour les activités, pour que la rentrée ait lieu le 19 prochain. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce bulletin d'information. Nous reviendrons dans ce plateau pour le grand débat. Mesdames, Messieurs, je l'annonçais en début de cette émission. Qu'est-ce qui explique les démissions tous azimuts observées au sein des partis politiques? Nous sommes à quelques mois des élections législatives de 2023. Eh bien, Moïse Alphonse Soudé, pensez-vous que c'est la raison de ce mercato auquel nous assistons, puisque nous sommes à quelques mois, je veux dire, des élections législatives? Non, vous savez, c'est vrai que tout le monde a envie de se donner une suivi politique. Et quand vous observez le climat politique, il y a 2 partis politiques aujourd'hui qui ravissent la vedette à tout le monde. Il y a l'UP, le Renouveau, il y a le Bloc républicain. Les autres, qu'ils m'en excusent, ils savent que, bon, qu'on va lancer les élections, ce n'est pas évident. Parce qu'il y a le critère de 10% qui est là. Et jusqu'à ce que je n'entre dans ce studio, on n'a pas encore sauté ce critère. Et vous savez que si on doit tenir compte de ce critère, on va peut-être avoir le BR, UP, le Renouveau et peut-être la FCBE. Donc, ceux qui sont des hommes politiques et qui savent que si vous avez raté 2 élections consécutives, votre parti disparaît. Et quand votre parti disparaît, en tant qu'homme politique, vous disparaissez. Et pour ne pas disparaître, il vaut mieux se trouver un parapluie. Aujourd'hui, tout le monde va vers l'UP, le Renouveau, mais je dis, l'UP sera constipé, il va falloir faire une purge pour enlever parce que les gens y vont. Juste pas, c'est pas par conviction, hein, parce que la plupart de ceux qui entrent dans l'UP, le Renouveau, je ne sais pas s'ils ont pris connaissance des tests de ce parti-là. On y va parce qu'on veut déjà élaborer les listes. On veut sauvegarder sa suivi politique. On se dit, bon, si je reste avec mon parti qui n'a pas une grande envergure, je risque de ne plus être homme politique. Donc tout le monde aujourd'hui choisit, parce que l'UP a dit que c'était le plus grand parti politique du Bénin, donc tout le monde veut aller là-bas. Mais malheureusement, ils iront tous, mais ils ne seront pas tous positionnés. Et ça pose un problème de confiance. Je ne sais pas si les responsables de l'UP ont confiance en ces éléments qui viennent maintenant, parce qu'on n'a pas eu le temps de collaborer, on ne se connaît pas. Et chaque fois quand je parle du mercato, je me souviens du discours qu'a tenu, qu'on appelle le professeur Joseph Diobenou avec le PRD. Et il a averti contre toute trahison. Et l'autre, à son tour de lui, dit, nous n'avons pas lu les tests avant de les signer, mais ne nous obligez pas à les lire. Et vous savez dire quoi? Qu'on est ensemble, mais on ne se fait pas confiance. Aujourd'hui, tout le monde court, tout le monde. Ce n'est pas fini, hein, mais malheureusement, vous savez ce qui va se passer. Ils iront tous là-bas, mais ils ne seront pas tous positionnés. C'est là le vrai problème. Je parlais bien entendu de cette ruée vers les partis politiques de la mouvance. Valentin Adivotia, consultant média, qu'est-ce qui explique la transhumance que nous observons ces temps-ci? Je vais d'abord dire que c'est un phénomène africain. C'est un phénomène, la transhumance politique est un phénomène vraiment au plan africain qui est en train de mettre en difficulté le système démocratique dans la plupart des pays.
il est question pour les acteurs politiques de se donner une survie, comme l'a dit Moïse Soudé, de se donner une nouvelle naissance, si on peut le dire ainsi, d'aller un peu vers... souvent, ça se passe vers la mouvance politique. La plupart du temps, les gens quittent les partis d'opposition, donc ils fragilisent donc les partis d'opposition pour aller vers la mouvance politique, histoire de se faire une place au soleil. Mais on constate malheureusement que cela crée un dysfonctionnement, un déséquilibre de la démocratie, un déséquilibre de tous les systèmes mis en place, parce que, arrivé, n'est-ce pas, à l'arbre du patron, on se rend compte que tout le monde ne pourra pas être positionné. Alors que l'objectif du démissionnaire, c'est de se trouver une place au soleil. Ce qui rend les équations difficiles. Je donne l'exemple, par exemple, du plus grand parti aujourd'hui, l'UPR. Il sera difficile de positionner tous ceux qui viennent, n'est-ce pas, au poste qu'ils envisagent. Parce que souvent, vous allez remarquer que la chose se passe à la veille des élections. À quelques encablures. Nous sommes là maintenant, l'élection c'est le 8 janvier prochain. Nous sommes donc à 3 mois des élections. Imaginez-vous que des gens ont travaillé tout le temps dans le parti politique, avaient des ambitions, n'est-ce pas, d'aller à l'Assemblée. Et quand à 4 mois des élections, on phagocyte un grand parti politique et on l'intègre au dispositif, ce qui change carrément la donne. Absolument. Et on dit maintenant que tous ceux qui avaient travaillé dans le temps, on va revoir leur position pour pouvoir remettre, n'est-ce pas, donner une part de ces positions envisagées-là à des gens qui sont nouvellement venus. C'est un mélange d'abord, c'est un mélange. On va constater les dégâts dans le futur. Parce que là, il y a des gens qui sentent déjà leur position menacée. Les choses se tramaient déjà en coulisses. Ce n'est pas cette année qu'on a commencé par préparer les élections législatives. Ça a déjà commencé il y a quelques années, il y a quelques mois ou quelques années en arrière. Et donc, il y a des gens qui forcément se verront lésés. Ils sont même déjà lésés à l'heure où nous parlons, parce que la ruée vers ce parti politique ou ces partis politiques de la mouvance créera forcément des dissensions, des dysfonctionnements à l'intérieur du système mis en place. Vous savez, 2 grands partis soutiennent le chef de l'État. On s'attendait qu'au moins au niveau de ces 2 grands partis, il n'y ait pas de coup bas. Mais aujourd'hui, on constate que les uns phagocytent les autres. Il y a des mouvements même entre les 2 grands partis qui soutiennent le chef de l'État. Et c'est là justement où les gens attendaient l'arbitrage du patron. Mais sans se référer à ses propos en 2018 qui faisaient fi, n'est-ce pas, de la situation. Parce que si on veut remonter dans le temps, en 2001, une loi a été introduite au Parlement. La loi est allée jusqu'à la Cour constitutionnelle qui a cassé la décision, n'est-ce pas, de cette loi-là qui voulait obliger l'élu à rester dans son parti politique du début jusqu'à la fin. Je sais qu'aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, le règlement intérieur a abordé de manière superficielle la question, mais on aurait dû intégrer cela dans une disposition réglementaire qui oblige l'élu à rester dans son parti politique jusqu'à l'élection, c'est-à-dire jusqu'à la fin du mandat, qui oblige l'élu à rester dans cette posture-là du début à la fin du mandat, parce que lorsque vous regardez bien, il y a une trahison du peuple, parce que le peuple, en vous choisissant, s'est fié aux propositions, aux décisions, au sujet de campagne exposé par votre parti politique. Mais Valentin, il se peut que l'élu n'épouse plus les idéaux de son parti politique et décide de se voir ailleurs, d'aller dans une autre formation politique. Est-il obligé de rester? Est-ce que vous comprenez ce que vous me demandez? Que l'élu n'épouse plus les idéaux de son parti politique, qui l'a élu, qui l'a amené, qui l'a choisi, et qu'aujourd'hui, ils disent qu'ils n'épousent plus les idéaux de ce parti politique-là. Vous savez comment on appelle cela? Est-ce qu'il est reparti voir ses mandants pour leur dire qu'aujourd'hui, bon, moi, je n'épouse plus les idéaux de mon parti politique? C'est sur une base, c'est sur une coloration, c'est sur une couleur que les mandants lui ont attribué, n'est-ce pas, leur voix pour qu'ils aillent les représenter à l'Assemblée nationale, par exemple. Et qu'aujourd'hui, ils disent
qu'il n'épouse plus les idéaux, posez-vous des questions. Et lorsque nous connaissons dans le pays, vous allez voir, on dit qu'il faut vivre longtemps pour voir une chose et son contraire plusieurs fois. Vous allez voir des gens, si nous prenons l'histoire politique du Bénin, on prend un acteur politique parmi les anciens, là, vous allez les voir entre-temps dans l'opposition, après ils ruent vers le parti politique au pouvoir, et dès lors que ce parti politique perd le pouvoir, ils font encore une nouvelle mutation et ils se retrouvent encore du côté. Mais ils ne quittent jamais, c'est ça la question, ils ne quittent jamais la mouvance pour l'opposition. Il est vraiment rare. Et ça, sous nos yeux, de voir un politicien quitter la mouvance et se rendre vers l'opposition. Nous avons vu Candide Azanaï le faire, le déclarer haut et fort, qu'il n'est plus dans la mouvance présidentielle, qu'il est résistant, qu'il est le coordinateur de la résistance. C'est un exemple. Et quelle a été la suite? Même les résistants ne lui faisaient plus confiance. Parce qu'ils se demandent si réellement il est avec eux ou il est contre eux. Est-ce qu'il n'est pas un infiltré du dispositif? Avant, les réunions politiques se faisaient à son siège, à Ménotin. Mais à partir d'un certain moment donné, vous allez voir qu'il y a eu une scission. Parce qu'en réalité, les gens n'étaient pas très certains que l'acteur politique qu'ils avaient en face était en phase avec leurs idéaux, avec leur façon de faire. Est-ce qu'il n'était pas un infiltré qui venait donc comprendre les dispositifs et les exposer, n'est-ce pas, à son mandat? Donc, autant de choses qui font que... Nous y reviendrons, Valentin. Léonard Claudel Soleil-Pont, Valentin a dit il y a un instant, il faut se fier au chef de l'État pour l'arbitrage. Le chef de l'État, Patrice Talon, est-il membre de des partis de la mouvance au pouvoir pour arbitrer? C'est la question, Léonard. Déjà, on sait que les deux partis, que ce soit le Bloc républicain ou bien l'UPR, c'est-à-dire l'Union progressiste, le Renouveau, soutiennent une seule personne, le président de la République. Et c'est lui, en fait, qui est l'instigateur de la réforme du système partisan. C'est lui qui a dit « regroupez-vous en deux blocs ou bien en un bloc pour que vous ayez une assise nationale, pour que on ne connaisse plus ce qu'on a connu par le passé, les clubs électoraux, avec tout le tralala qu'on connaît. Et donc aujourd'hui, il va falloir que, en ayant donc imposé cela, je le dis ainsi, ou bien en ayant voulu cela, maintenant que ça se passe ainsi, maintenant qu'il y a deux blocs qui le soutiennent véritablement et qui ont du poids sur la scène politique, c'est maintenant au président de la République de venir jouer les arbitres. Maintenant, ce sur quoi moi je vais plus m'attabler, c'est le fait que les démissions participent également à la vitalité de la démocratie. Moi, je ne comprends pas qu'on puisse demander à des personnalités politiques, à des gens qui ont une vision de comment ils pensent gérer la cité, de rester bloqués dans un parti parce que, entre-temps, le parti aurait changé d'idéal, le parti aurait changé de ligne directrice. Pour moi, ce n'est pas compréhensible. Ce que moi, je vois dans cette transhumance aujourd'hui, c'est vrai. On ne peut pas occulter le fait qu'il y a une guerre d'intérêts. C'est-à-dire que nous approchons donc des élections législatives. C'est normal que des personnalités politiques, des gens qui ont pour aspiration de diriger la vie politique du Bénin, c'est-à-dire aujourd'hui, nous parlons bien évidemment des élections législatives, donc ils veulent aller au Parlement, voter des lois pour que le Béninois puisse mieux se porter. Maintenant, qu'on ne demande pas à cette personnalité politique de rester bloqué, de rester figé dans un parti politique, si entre-temps, il estime, ou cette personnalité, donc elle estime que le parti en question ne suit plus, ou bien les débuts, les bases sur lesquelles il s'était entendu, eh bien, le parti en question ne suit plus forcément cette base-là. Et donc, c'est pour moi tout à fait légitime de vouloir quitter sans protocole le parti qu'on avait défendu entre-temps, et même le parti qui nous a fait élire au Parlement, qu'on veut le quitter sans problème. Pour moi, il n'y a pas de quoi s'alarmer. Pour moi, c'est un
non fait. Moi, j'estime que les démissions, les adhésions participent à la vitalité de la démocratie et il faut de temps en temps qu'il y ait également ça pour qu'on puisse savoir également qu'il y a de problèmes dans tel parti et que dans tel parti également, ça ne va pas. Alors, Gauthier Sédodé, nous constatons ces jours-ci que les démissionnaires se ruent vers les formations politiques de la mouvance. Alors, cette démission et adhésion fragilisent-elles l'opposition? Eh bien, véritablement, ça fragilise l'opposition parce que, voyez-vous, c'est là où on a moins de chances d'avoir une carrière politique au Bénin, dans notre pays, c'est quand on se trouve dans l'opposition. Eh bien, chacun veut se donner la chance, mes prédécesseurs l'ont dit, et c'est dans la mouvance que vous avez plus de chances d'avoir une belle carrière politique. Et c'est ce qui explique cette transhumance qui, pour moi, est gouvernée plutôt par l'intérêt personnel. Les gens vont vous parler de conviction personnelle, mais moi, j'entends par cela l'intérêt personnel. Alors que normalement, c'est la conviction politique qui devrait gouverner le choix d'un individu. Cela ne s'arrête pas seulement au niveau des politiciens, mais ces derniers jours, on constate que c'est les formations politiques qui se détachent d'autres formations pour aller se rallier à d'autres. Et ceci montre à suffisance les insuffisances de la réforme du système partisan qui était supposée mettre fin à ce désordre qu'on a constaté depuis longtemps dans notre pays. Cette réforme, dans son application, n'a pas donné ce qu'on attendait véritablement. On voulait réduire le nombre de partis politiques sur le plan national de 200. On est passé à 17. C'est vrai, c'est positif, mais les autres problèmes qu'on a voulu régler avec ce système, cette réforme, n'ont vraiment pas été réglés. C'est plutôt un grand désordre qu'on constate maintenant et cela montre qu'il faut revoir cette réforme, il faut la corriger, l'adapter à nouveau pour que cela puisse véritablement marcher. Et la transhumance politique, puisque c'est de ça que nous parlons, a repris de plus belle l'influence de l'argent, mesdames et messieurs, ça, c'est à la mode maintenant. Et puis, l'intérêt personnel, je l'ai dit aussi, c'est ça qui guide le choix de chacun. Nous sommes à la veille des élections et chacun, pour son propre intérêt, va se rallier à d'autres partis politiques pour se donner une chance. Et bien, c'est dommage. Nous allons revenir sur... Alors, Moïse-Alphonse Soudé, Gauthier a parlé de la réforme du système partisan. Est-ce un échec? Est-ce que cette réforme-là a échoué? C'est une réforme qui tient à cœur au chef de l'État. Oui, pour moi, les textes n'ont pas de problème. Ce sont les hommes qui ont des problèmes. Vous prenez 10 hommes politiques, et je les mets au défi, vous prenez 10, il n'y a que 2 qui fassent la politique par conviction. Il n'y a que 2. Voilà la façon dont les gens font yo-yo en politique, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Moi, on ne me dira pas qu'on est resté dans un parti politique, c'est faux. On y va. Vous allez voir ce qui va se passer. La réforme va aboutir. Avant 2026, la réforme va aboutir et nous aurons désormais au Bénin 2 partis politiques. Un de la mouvance, un de l'opposition. Regardez bien ce qui se passe. Regardez, observez bien l'hémorragie d'un autre parti. D'ici à là, nous aurons un seul parti. Après les législatives, vous allez voir, un seul parti pour la mouvance, un seul parti pour l'opposition pour préparer 2026. Donc, il va falloir que les hommes chargés de faire la politique aient quand même un peu de conscience. Parce que les tests sont là. Ils savent très bien qu'on ne doit pas quitter, on ne doit pas changer de parti. Vous allez voir, quand on va finir les listes, on va élaborer les listes des législatives. Ceux qui ne vont pas se retrouver sur les listes, ça va poser un problème. C'est clair, ça va poser un problème parce qu'ils y sont allés. Vous voyez, par exemple, regardez, je prends par exemple Porto Novo, où le PRD était bien assis à Porto Novo. Mais il y avait des gens déjà dans ces 2 partis-là qui militaient. On va me dire maintenant que ce Labotel est la touche et placer les éléments du PRD. Attention, attention. Donc, il va falloir que les tests soient rigoureusement appliqués. Mais je constate que les hommes qui sont chargés
d'appliquer les tests. Ils n'ont rien à foutre des tests. Le problème, c'est les intérêts. Moi, je veux vivre de la politique. Qu'est-ce que les tests disent? Si vous voulez, tous ceux qui ont quitté leur parti politique pour aller vers les partis de la mouvance, allez leur faire une interview, demandez-leur s'ils ont lu les tests des partis où ils ont atterri. Non, le vrai problème, je veux atterrir là-bas, je veux être positionné. Donc, je voudrais que peut-être au niveau du prochain Parlement, qu'on puisse revoir les tests. Réellement, parce que si vous voulez faire de la politique et que les tests qui régissent le fonctionnement des partis politiques ne sont pas respectés, il y a problème. Moi, c'est un problème de mentalité. Il y a des gens que j'ai connus depuis le temps du président Soglo qui ne sont jamais restés nulle part. À chaque veille d'élection, ils changent. C'est parce que cette façon, on a dit, ceux qui ont déjà fait 2 ou 3 mandats à l'Assemblée ne seront plus députés, sinon ça serait plus dangereux que ça. Parce qu'il y a des gens qui savent que si ils ne changent pas de bord, ils ne seront jamais élus. Disons les choses clairement. Tant qu'on va maintenir le verrou de 10%, il y a des... Écoutez, LNA est allée vers UP le renouveau. Vous voyez, on a quitté FCB. On a dit qu'on est devenu un parti de centre. Moi, j'avais déjà dit sur un plateau, ils ne sont pas un parti de centre. Ils sont un parti de la mouvance. J'ai été pris à partie. Vous voyez là, ils vont maintenant. Et vous voyez la guéguerre qui est entre Yarou et Delors Faton. C'est toujours la même chose. Est-ce qu'on va me parler de conviction? On ne me parlera pas de conviction. Donc, il faut que les partis politiques, qu'on fasse un séminaire, peut-être, pour inviter les responsables des partis politiques, qu'ils fassent un travail sur les textes. Parce qu'ils n'ont pas lu les textes. Ils sont à l'image de certains députés qui ne lisent pas les textes. Vous ne pouvez pas vouloir faire de la politique dans un pays et ne pas lire les textes qui régissent le fonctionnement des partis politiques. Donc, c'est là le problème. Il faut lire les textes, il faut révolutionner les mentalités. Pourquoi je viens en politique? Est-ce que je viens en politique pour me faire nommer? Est-ce que je viens en politique pour faire prospérer mes affaires? Ou bien je viens en politique pour participer à l'animation de la vie politique? Tant qu'on ne va pas répondre à ces questions-là, n'importe qui se lève. Avant, les gens qui avaient les partis que j'appelle partis de quartier. Mais désormais, ça ne marche pas. Quand le chef de l'État dit tous ceux qui me soutiennent n'ont qu'à se mettre ensemble, il y a eu 2 partis. Mais un parti finira par disparaître. Oui, et qu'on aura 2 partis pour 2026. Un parti de l'opposition, un parti de la mouvance. Et puis moi, je suis curieux de voir une chose. Lorsque vous regardez ceux qui étaient partis premièrement du PRD, et ceux qui, mais aujourd'hui, le PRD rejoint, n'est-ce pas, ces gens-là, dans un ensemble politique. Comment vont-ils se regarder? Et c'est là toute la question. Moi, je veux bien que les gens soient libres de partir, parce qu'il y a 2 systèmes dans l'arène politique. Il y a 2 systèmes aujourd'hui qui se chevauchent en Afrique. Il y a le système représentatif, qui ne lie pas l'élu à ses mandants. C'est-à-dire, il est libre d'écouter ses mandants, ou une fois élu, il est libre de faire ce qu'il veut. Il y a le système donc impératif, et c'est ça, la plupart des pays aujourd'hui sont en train d'adopter, qui oblige l'élu, une fois élu, à rester dans la ligne déterminée dès le départ jusqu'à l'arrivée. Donc, il n'a pas la liberté un jour de dire, écoutez, je ne pousse plus les idéaux de mon parti politique et tout le reste. Les premiers partis du PRD, et à rejoindre par exemple l'UP, ils ont dit des choses contre le PRD. Aujourd'hui, le PRD les rejoint. Ils se retrouvent tous dans le même ensemble. Vous me parlez d'éthique politique, là? Comment vont-ils se regarder? Et, tenez-vous tranquille, les gens, ils se voient menacés. Parce qu'entre-temps, si c'était l'UP jusqu'à présent qui allait aux élections, il y a des décibels qui ne vont pas bouger. Mais maintenant qu'ils ont été rejoints par le PRD, et n'oubliez pas, le PRD est en train de sauver son fief. Si donc aujourd'hui ils sont rejoints par le PRD, il y a un problème qui se pose à l'intérieur. Vous allez constater ça bientôt. Pour l'instant, les langues ne sont pas encore suffisamment déliées. Mais dès qu'on va envoyer les listes à la Sénat, au lendemain donc, de cet envoi des listes à la Sénat, vous allez entendre des choses. Et il faut s'apprêter pour les entendre. L'autre chose, vous avez demandé si la réforme du système a échoué. Je suis tenté de le dire. Elle a réussi sur un seul point. C'est de regrouper de faire de grands ensembles. On n'arrivera jamais à un système où il y aura un parti de l'opposition, un parti de la mouvance. Moi, je pense que non. Même dans les grands ensembles démocratiques, il y a les partis de la droite et les partis de la gauche. Ne pensons pas que, par exemple, aux États-Unis, il y a seulement 2 partis politiques. Non. Mais ils ne sont pas aussi nombreux que les 200 et quelques partis qu'on a connus pour un petit pays de 11 ou 12 millions d'habitants. Et donc, le seul succès de la réforme du système partisan, c'est d'avoir réussi à phagocyter les blocs. Et pour l'instant, j'ai l'impression que le système de phagocytage continue
de faire ses œuvres, mais n'est pas encore arrivé à son terme. Le Mais Sénégal... Valentin, s'il te plaît, mais ce qui va se passer, on a dit, si vous n'avez pas participé à 2 élections... Vous disparaissez. Et ça va disparaître. Vous allez voir, beaucoup de partis vont Et disparaître. c'est là l'obligation pour le chef de l'État, ou pour même les acteurs politiques, je ne vais pas dire le chef de l'État, les acteurs politiques, de tout faire pour qu'il y ait des partis d'opposition aux prochaines élections. Mais quand vous dites ça, quand vous dites de tout faire, est-ce que ça ne pose pas un problème? Normalement, dans une république, il faut que des hommes et des femmes qui décident de se mettre ensemble se conforment aux lois électorales, aux lois du pays. Est-ce qu'il faut obliger le chef de l'État ou les hommes politiques à faire en sorte que un parti de l'opposition puisse se présenter aux élections? Nous sommes au Bénin et nous savons ce qui se passe, au fait. C'est dans ce pays qu'on a vu des gens démissionner d'une institution respectable et se retrouver à la tête de partis politiques. Nous sommes dans quel pays? Toujours au Bénin. C'est-à-dire, la chose se passe comme s'il n'y a pas de code. Il n'y a pas une éthique qu'on défend. Il faut savoir que lorsque vous occupez des postes politiques, votre passé parle pour vous au présent. Et à partir de ce moment, vous imaginez, c'est-à-dire des revirements extraordinaires. Quelqu'un qui est, par exemple, constituant, il se retrouve dans un système qui délibère, se retrouve du jour au lendemain dans un système qui prend parti. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut encore agir sur un certain nombre de paramètres pour permettre que ça arrive. En 2019, qu'est-ce qui s'est passé? Il ne faut pas oublier l'histoire. En 2019, on s'est retrouvé avec 2 blocs qui soutiennent le chef de l'État. Je me demande même parfois si les partis politiques ont des objectifs, ont des idéaux qu'ils défendent. On s'est retrouvé avec 2 blocs qui soutiennent le chef de l'État. Et c'est les 2 blocs qui sont allés à l'Assemblée nationale. Et c'est là que tous les problèmes ont commencé. La déchéance, on a vu par exemple des élus qui ont été élus sous la coupole de FCBE et qui du jour au lendemain ont rué vers la mouvance. Des élus communaux. Des élus communaux. Bien sûr. Parce que pour eux, aujourd'hui, leur parti ne leur permettra pas certainement de franchir le seuil. Ils ont déjà anticipé parce qu'ils voient peut-être leur parti, en ne prenant pas part à 2 élections législatives, disparaître. Alors, les démocrates, ils vivent encore qu'un. Je me demande comment ça fonctionne encore à l'intérieur. Nous sommes déjà pratiquement à la veille des élections. On ne les entend pas encore, ou on ne les entend pas suffisamment pour des gens qui veulent aller à la conquête du pouvoir. Sont-ils obligés de parler tout le temps ou d'être au contact des populations? Nous sommes dans un système où si vous ne parlez pas, vous allez disparaître. Il faut exister. Le Sénégal, par exemple, a eu, lorsque vous lisez l'article 60 de la Constitution du Sénégal, ça dit ceci: tout député qui démissionne de son parti en cours de législature est automatiquement déchu de son mandat. Ça veut dire quoi? Vous perdez vos attributs dès lors que vous démissionnez de votre parti politique. Et ce n'est pas seulement le Sénégal qui l'a fait. Plusieurs autres pays comme le Rwanda, le Gabon, le Niger, la RDC et même le Congo-Brazzaville ont cette constitution-là. Vous démissionnez de votre parti politique, vous perdez vos attributs. Si on amène ça ici, ça va d'abord réduire sensiblement les démissions qu'on voit parce que ce n'est pas du tout sain et ça va amener les gens à se remettre en cause. Le sujet avait été déjà abordé en 2001 et avait été adressé. La loi allait jusqu'au niveau de la Cour constitutionnelle qui a cassé. Parce que la décision 02-083 du 27 août 2001 amenait donc le député à perdre ses attributs, un mandat impératif donc, parlait du mandat impératif du député, mais tout de suite, la Cour, dans la logique de mon ami, a estimé qu'on ne pourrait pas aller sur ce terrain-là parce que cela bloque la liberté des hommes d'exprimer, n'est-ce pas, leur volonté. Mais ça reviendra après le nouveau Parlement. Mais ça va revenir. Le Sénégal a réglé ça. Un certain nombre de pays, le Rwanda, ils ont réglé ce problème. Et ça a permis, n'est-ce pas, d'arrêter un peu la saignée. C'est vrai, lorsqu'on va encore phagocyter parce que des partis vont disparaître, après le 8 janvier, c'est sûr,
Quand ces partis vont disparaître, et c'est là où je trouve la nécessité que l'opposition aille aux élections, quand ces partis vont disparaître, on risque de se retrouver dans un seul ensemble. Parce qu'on pensait que si les deux partis de la mouvance faisaient bien le travail, il n'y aurait pas. Mais on sent que même les deux partis, les deux grands blocs qui soutiennent le chef de l'État, se font des coups bas. Il y a des transhumances, il y a la transhumance qui se passe entre les deux partis. On se demande alors si, à ce niveau-là, ça peut se passer, c'est que de l'autre côté, bon, c'est une grande saignée. Avant de vous faire suivre l'élément de témoin, je vais retrouver Gauthier Sédouné. Gauthier, est-ce que la réforme a échoué? Vous développez un aspect de la chose. Pour moi, cette réforme, ce n'est pas encore une réussite. C'est vrai que c'est une bonne initiative, bien pensée. La mise en application, pour moi, ça a encore des ratés. Et si on n'instaure pas cette rigueur dont M. Valentin Adjiboja parlait, c'est-à-dire qu'on ne laisse pas la liberté aux gens de démissionner de leur parti comme ils le veulent, sous prétexte que c'est par convenance politique ou bien personnelle, je pense que le désordre va continuer. Et cela, c'est de l'irrespect pour les électeurs. Tu ne peux pas convaincre tes électeurs, avoir un poste et après démissionner. Hein? Tu viens défendre un parti aujourd'hui et demain, tu viens mais saquer... Les électeurs votent sur quelle base? Le même parti. Le sentimentalisme. Ils ne tiennent pas compte du programme. C'est mon cousin, c'est mon frère, il est de mon village, et puis je vote pour lui, basta. C'est tout. Cela n'est toujours pas vérifié. C'est toujours vérifié. Faites le tout. Faites le tout. Ou l'autre base. Non, on laisse la base on va laisser Gauthier Sédouné. Et c'est pourquoi moi je me dis que vraiment il est important qu'il y a des pans de cette réforme qui doivent être réajustés pour que les gens soient plus sérieux. Parce que les électeurs n'ont plus confiance aux hommes politiques aujourd'hui. Et cela transparaît dans le taux, le taux de participation aux élections. Parce qu'on voit que voilà, ce sont les gens qui travaillent pour leurs intérêts, pas pour l'intérêt du peuple. Et voilà, le taux d'abstention ne fait que grimper lors des élections. Il faut que nos hommes politiques soient plus sérieux. La loi, c'est vrai, n'a pas trop de fautes, mais c'est les hommes qui profitent des failles de ces lois pour faire ce qu'ils veulent. Pour moi, c'est du désordre qui doit s'arrêter. Réaction, Léonard Claudel, Soleil-Pont. Spéro, moi je pense que dans cette situation, d'abord, il y a deux problèmes. C'est-à-dire, le premier problème, c'est soit il y a eu un mauvais diagnostic dès le début, c'est-à-dire qu'au début, on a voulu restreindre simplement le nombre de partis qu'il y avait au Bénin, sans véritablement voir les alentours, ce qui faisait véritablement, ce qui causait le problème de la transhumance au Bénin. Et le second point, c'est est-ce que, quand on a fait le diagnostic, les partis politiques, les personnalités politiques, est-ce qu'ils ont pris le médicament en question? Non. Parce qu'aujourd'hui, on peut constater à suffisance que ça continue, alors même que ce sont celles et ceux qui ont voté ces lois-là. Parce que généralement, cette transhumance dont on parle, c'est au niveau de la mouvance qu'on le constate le plus. Et donc, ceux-là qui sont restés au Parlement, qui ont dit nous voulons améliorer la vie politique au Bénin, ce sont les mêmes qui font ce qu'on constate aujourd'hui. Et moi, je pense que véritablement, pour changer la donne, il faut que nous puissions aller à des partis et non à l'élection des personnes. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on peut entendre que, par exemple, Valentin dise qu'on ne veuille pas ou bien qu'on doit interdire, qu'on démissionne de manière tous azimuts. Mais si ce sont les personnes qu'on élit et non les partis politiques, ça va poser un problème parce qu'aujourd'hui au Bénin, ce sont les personnes ou les personnalités politiques qui sont élus. Ils sont élus ex nihilo ou non, ils sont élus sur une base? Non, quand je dis que ce sont les personnalités politiques qui sont élues, je dis par là tout simplement que si vous quittez la personnalité politique en question, peut quitter un parti
pour aller dans un autre parti, il peut être élu sans problème à cause de sa base. Alors que, dans le même contexte... Vous êtes sûr que ceux qui sont élus aujourd'hui ont une base sérieuse? En fait, et c'est pour cela que... C'est justement parce que c'est sur des listes qu'ils ont été élus qui sont à l'Assemblée nationale aujourd'hui. Ça dépend. C'est pas, ça ils dépend, ne sont pas nombreux aujourd'hui, ces gens-là qui ont une base politique sûre. S'ils n'étaient pas peut-être sur la liste, une liste électorale de la mouvance, ce n'est pas évident qu'ils soient à l'Assemblée aujourd'hui. On a vu, la réussite de Talon, c'est quoi? C'est d'avoir réussi à amener des gens nouveaux. Mais les comportements n'ont pas changé. Je voudrais vous faire suivre cet élément. La réforme du système partisan est-elle mise à rude épreuve? Qu'en pensent les observateurs, les acteurs politiques? Le sujet est évoqué dans cet élément réalisé par Aristide Canosso. Divorce, fusion, absorption, démission, adhésion, c'est le lexique qui nourrit aujourd'hui l'animation de la vie politique au Bénin. Cela amène beaucoup à s'interroger sur le présent et l'avenir de la réforme du système partisan qui était censé cadrer tous ces problèmes. D'abord, commençons par dire est-ce qu'il y a des problèmes. Pour nous, ce qui s'observe, c'est une évolution. Le système partisan ou la réforme du système partisan est intervenue il y a quelques années et donc les partis politiques au quotidien s'adaptent à la réalité. Donc ce que nous observons, c'est une évolution dans la vie des partis politiques. C'est pour ça que je me demande si c'est un problème. Franck Béonzin, juriste et stratégiste, estime que c'est une évolution. Mais Distel Amoussou, le consultant en communication converti en acteur politique depuis quelques jours, est inquiet pour l'avenir de ces réformes. C'est d'ailleurs pour cela que j'ai engagé depuis quelques jours un plaidoyer qui m'amène à faire une tournée politique de prise de contact et d'échange avec les acteurs majeurs de la politique dans notre pays pour les amener à converger les idées, les intentions et trouver le mécanisme du renforcement de toutes les réformes en cours chez nous, toutes les réformes structurelles et fonctionnelles, de sorte qu'on évite désormais de considérer ces réformes-là comme les réformes de Patrice Talon ou de son gouvernement ou encore de son système. La goutte d'eau qui semble faire déborder le vase, c'est le divorce acté par le parti UDBN du parti Bloc républicain après 10 mois de fusion. Crespin Logwetodé, administrateur civil, spécialiste des questions électorales, relève que ce sont des insuffisances de la réforme du système partisan. Il faut souligner que tel que ça se passe sur les réseaux sociaux et dans la rue, ça ne devrait pas être comme ça. Les responsables de ce parti politique devraient monter au créneau pour expliquer, puisque les militants, c'est des citoyens et qui sont à respecter. Donc ça ne doit pas être, on a dit, on a lu sur les réseaux sociaux, non. Donc tel que ça fonctionne, je sais de ce point de vue, et notre charte certainement a quelques insuffisances à ce niveau parce que ça ne devait pas être comme ça. Il faut mettre les militants à la place que ces militants doivent occuper et les informer au fur et à mesure pour éviter surtout les interprétations. Un avis partagé par Oswald Akpali, chargé de communication de l'organisation de la jeunesse du Parti Bloc républicain. Honnêtement, le moment s'y prête. Vous savez, quand vous allez à un championnat, vous vous donnez toutes les chances. Et ça n'a pas changé malgré la réforme du système partisan. C'est vrai qu'on a une loi qui stipule qu'aujourd'hui, on n'est plus des alliances pour aller à une compétition électorale. Mais ceci n'empêche pas qu'il y ait fusion, comme vous l'avez vu récemment au niveau du PRD, de l'Union progressive. Le hic est au niveau du Bloc républicain où on a vu une fusion ou un mariage avec l'UDBN qui a été consommé 1 an après et le divorce est annoncé. Divorce annoncé où on en prend
même que l'UDBN peut reprendre ses attributs et continuer en tant que parti régulièrement enregistré dans la charte des partis politiques, la nouvelle charte. Donc la loi a un hic là où moi je pense vraiment qu'il faudrait que les honorables députés retournent à l'Assemblée pour corriger. Certes, des fusions et des divorces qualifiés de flous s'observent, créant déjà un sentiment d'échec qui émane de la réforme du système partisan, mais ce qui va plus diviser, selon certains, c'est la mise à l'écart de certains anciens députés sous l'appui de la loi de limitation de mandat des députés. La loi, c'est à partir de 2026. Il faut que cela soit clair. C'est à partir des élections de 2026. Donc le compteur est mis à zéro. Oui, c'est zéro, c'est à partir de 2026. C'est de là que ceux qui ont fait 3 mandats, 4 mandats, ils ne peuvent plus se présenter. Mais présentement, ce n'est pas le cas. Je ne veux pas que les gens tombent dans cette erreur. Parce que les opposants, ils ont de quoi à vendre pendant les campagnes électorales. On dit le pays souffre, il n'y a rien, et on met tout sur le chef de l'État. Mais il ne faut pas qu'on en ajoute. Je parle si on arrive à écarter quelques anciens qui ont de popularité, ça ferait mal. Cette clarification épouse la position de l'honorable Badiroa Guémon sur la question. Non, moi je pense que je continue de dire et d'affirmer qu'en réalité, la loi que nous avons votée n'est pas rétroactive. Cette loi n'est pas rétroactive, contrairement à ce que les gens pensent. Et que la loi rentrera véritablement en vigueur à partir de 2023. C'est ça qu'il faut expliquer à la population. Parce que les gens pensent effectivement que les parlementaires qui ont déjà fait 3 à 4 mandats ne sont plus éligibles. Ce n'est pas ce que la loi a dit. En tout cas, nous, en tant que parlementaires, quand on a voté cette loi, on n'a pas réfléchi dans ce sens-là. Nous avons pensé que, bon, il est important qu'on ne puisse pas s'éterniser aussi au Parlement. Faire 4, 5, 6 législatures, il faut quand même laisser aussi la place à d'autres jeunes pour prendre la relève. Et que si vous avez pu faire 3 mandatures, vous pouvez laisser la place. Mais c'est une loi qu'on a votée, mais elle n'est pas rétroactive. Et que cette loi, normalement, doit rentrer en vigueur à partir de 2023. C'est ça qu'il faut expliquer à la population, pour qu'ils comprennent. Parce que les gens font trop de confusion à ce sujet. Il devient donc utile qu'au-delà du toilettage des tests, que des explications officielles soient données à la population afin qu'elle cerne mieux les contours de la réforme du système partisan. Réaction, Gauthier Sédodé, vous avez suivi cet élément. Eh bien, c'est vrai, les gens ne doivent pas aller s'éterniser au Parlement. Quand vous faites votre temps, vous devez laisser la place. Vous n'êtes pas les seuls dans le pays. Eh bien, la vie politique, c'est ça. Si vous allez au Parlement, vous participez bien à l'animation de la... Vous devez, après un certain nombre de mandats, vous devez quitter. Donc, moi, je pense que c'est bien, mais il faut que nous cessions d'avoir des parlements monocolores. Ça n'en a pas notre pays, parce que ce qui s'est passé pour que nous ayons cette mandature actuelle-là qui, je veux dire, qui ne fait que ce que le pouvoir veut, eh bien, pour moi, ce n'est pas normal. Il faut qu'un parlement soit composé d'au moins 2 camps pour que ça soit véritablement animé, pour qu'on trouve à reprocher à l'autre. Cela permet d'améliorer en fait le travail que fait le pouvoir. Léonard Claudel, Soleil Pont. On vous dira qu'à l'Assemblée nationale, il y a une minorité, il y a une majorité, que c'est déjà suffisant. Et qu'on n'a pas besoin forcément d'une opposition d'idées à l'Assemblée nationale pour qu'on puisse parler d'Assemblée nationale ou bien de Parlement. Qu'aujourd'hui, il y a une minorité, il y a une majorité au Parlement, donc tout va bien. Alors que ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, ce qu'on veut véritablement, c'est qu'aux prochaines élections, qu'il puisse avoir des élections inclusives, parce qu'on a constaté depuis que ce régime est en place, qu'au niveau des élections, ce n'est pas toujours rose. Les élections qui se sont déroulées généralement, on a constaté beaucoup d'irrégularités, beaucoup de fautes mineures. Et il faut dire que c'est le moment plus que jamais de corriger ces fautes-là pour que l'opposition soit présente aux élections. L'opposition, la vraie, parce que
Entre-temps, vous l'avez sûrement entendu, il y a de ces acteurs-là, par exemple, je veux parler, pour le nommer, Eric Koundété, qui a traité certains partis de l'opposition de frelatés. Et donc, c'est vrai que dans l'arène politique aujourd'hui, ça existe des personnes qui ne sont pas forcément dignes de confiance et qui sont dans cette opposition-là. Donc, aujourd'hui, il faut qu'on puisse permettre à l'opposition, la vraie, de participer à ces élections-là et de montrer de quoi elle est capable aux élections. Et ce n'est pas forcément en faisant la politique de la chaise vide, d'aller aux élections et de prouver sur le terrain qu'ils sont ou qu'elle est également capable de défendre ce qu'elle défend comme idée. Alphonse, j'ai eu la chance de suivre les 8 législatives, de la première jusqu'à la 8e. J'ai suivi ça. Et à chaque mandature, le niveau de réflexion diminue. Le niveau de réflexion diminue. Ceux qui ont suivi le premier avec professeur Alois Toubé, les frères Pognon, jusqu'à aujourd'hui, les directs, vous allez voir que ça chute. De mandature à mandature, ça chute. C'est un problème de casting. Monsieur Malarosso a dit qu'il ne faut pas enlever les anciens. Lui, il a le monopole de la réflexion. Est-ce que ces anciens-là, au Parlement, ils ont été productifs? Parce que c'est ça, si vous avez des députés productifs, il y a des députés qui ne produisent pas les lois, qui ne lisent pas les lois. Vous ne pouvez pas voter une loi et demander à une autre institution de vous expliquer la loi que vous avez votée. Et vous voulez qu'on ramène cela? C'est pas possible. J'ai dit non. C'est vrai que les textes sont... Moi, j'ai toujours dit, il faut toiletter les textes. Parce que moi, je suis un peu embêté par... ce nœud de 10%. Ce nœud de 10%, ça fait que beaucoup de partis vont disparaître. Ce n'est pas évident. Ceux qui se sont mis ensemble, Valentin l'a rappelé, ceux qui se sont mis ensemble, c'est un panier à crabes. Nous sommes obligés de collaborer. On ne s'entend pas, mais nous sommes obligés de collaborer. Donc, il faut qu'avec le temps, on puisse corriger les comportements, qu'on puisse corriger les lois, afin que nous ayons une loi qui nous donne un Parlement digne. Valentin. Je suis déjà foncièrement contre l'intervention du dernier. Je pense que c'est un honorable à l'Assemblée nationale, je ne le connais pas. Mais il dit que la loi n'est pas rétroactive. Ça m'embête quand j'entends ça. Autrement dit, des gens ont déjà fait 20 ans à l'Assemblée nationale. La loi n'est pas rétroactive, donc c'est maintenant qu'il commence un nouveau mandat. La loi sera appliquée. Il faut que forcément la loi soit appliquée. Et que celui qui est chargé de l'expliquer, l'explique. S'il faut voir la Cour constitutionnelle, je pense que ça, c'est un travail qu'on peut faire pour qu'elle nous explique si la loi, là, elle est rétroactive ou pas. Parce qu'il faut qu'on sache avant d'aller aux élections. Pour moi, cette loi-là doit être appliquée à cette élection. Parce que c'était aussi le piège de cette loi-là. N'a-t-il pas raison en disant que la loi n'est pas rétroactive? Autrement dit, quelqu'un qui a déjà fait 25 ans au Parlement peut encore rester pour combien d'années? Il y a des exceptions également. Oui. La loi n'a dit que pour l'avenir. Non, il y a des exceptions. Il y a que nous sommes dans un contexte où des députés ont montré leurs limites. Et regardez un peu les discours. Malheureusement, on ne pourra pas citer de nom, mais regardez les discours, la transhumance, la mobilité politique. Et il faut que ça s'arrête un jour. Et ça, c'est ça qui fait que la parole n'est plus libre. Et la parole, elle est comme de l'eau. Si vous la bloquez aujourd'hui, lorsqu'elle va se libérer, elle est plus dangereuse qu'au moment où vous l'avez verrouillée. Lorsque vous bloquez l'eau, vous empêchez l'eau de passer. Quand elle finit par vous détruire, trouve son passage et s'en va. Donc il faut que la parole se libère pour que la démocratie béninoise retrouve ses lettres de noblesse. Aujourd'hui, on n'est plus fiers. On n'est plus très fiers de sortir et de dire qu'on est béninois parce qu'aujourd'hui, notre démocratie a été mise à l'épreuve. Mais je pense que c'est une épreuve qui apparaît comme une preuve de maturité. C'est-à-dire que c'est une épreuve de maturité. Et au-delà, maintenant, il faut que nous tirions les grandes conclusions. Et c'est là où peut-être ceux qui militent pour qu'il y ait des assises pour discuter de ces choses-là, je leur donne en partie raison. Mesdames, Messieurs, cette émission se poursuit. C'est le second sujet de cette émission. Nous parlons de la rentrée scolaire 2022-2023, le traitement à double vitesse infligé aux enseignants. Que comprendre? Ils sont mécontents du traitement que leur inflige le gouvernement. Les aspirants au métier de l'enseignement, ils sont payés 9 mois sur 12 et réclament qu'ils soient pris en compte. Pendant ce temps, les autres enseignants ACE et APE sont mieux traités. Alors, pourquoi ce traitement à double vitesse? Mesdames, Messieurs, je vous invite à suivre cet élément. Le 19 septembre prochain, l'année scolaire 2022-2023 démarre en République du Bénin. Si le gouvernement a fait déjà l'essentiel pour le bon démarrage des cours,
La situation des aspirants au métier d'enseignant laisse penser qu'il reste encore beaucoup à faire. Au primaire comme au secondaire, les AME viennent de traverser encore une fois une période de vacances sans salaire. Leur moral, à quelques jours de la rentrée, est au plus bas. On a été formés, on nous prend, on nous paye 9 mois de salaire. 9 mois de salaire. Moi, par exemple, je suis payé à 60 000 francs. Payer le loyer, l'électricité, subvenir aux besoins des enfants durant toute l'année. Et dans ça, il faut prendre du carburant, réparer la moto et se rendre à l'école tous les jours. Quelle économie tu peux faire dans ces 60 000 francs pour pouvoir maintenant gérer les vacances qui ne sont pas payées? Ce n'est pas la joie, c'est difficile. Au quotidien, ce que nous vivons, c'est pénible, c'est cruel. Je ne sais pas, nous sommes des humains. Avant d'être enseignants, nous sommes des humains. Je travaille pour l'État, mais pendant les vacances, je n'ai pas de salaire. C'est ridicule. J'ai même du mal à en parler. C'est humiliant. C'est humiliant. C'est regrettable. Vous imaginez, depuis juin, d'accord, on n'a plus de salaire. On a pris notre dernier salaire en juin. Tu as loué une chambre. Il y a des gens qui ont bénéficié des grâces des parents, d'accord. Mais tu as loué une chambre. Tu as payé cher. D'accord. Le reste, c'est comment? Tu veux payer ça comment? Moi qui suis ici, par exemple, maintenant, la fois dernière, j'ai reçu sur là de mon propriétaire. Je dis la vérité, je ne suis pas en train de mentir. D'accord. Vous voyez, quand ça tourne là, ça fait mal. Une catégorie d'enseignants sans aucune prime ni indemnité, mais qui est appelée à reprendre les classes au même titre que leurs collègues APE et ACE. Nous voilà maintenant à la veille de la rentrée, où nos aînés ont déjà leur prime de rentrée. Et ils seront payés également par rapport à la journée pédagogique tout à l'heure. Et nous autres, rien. Nous allons démarrer la rentrée au même titre qu'eux. Et vous voyez, et eux, ils seront payés ce mois de septembre. Mais nous, non. Comment tu vas préparer la rentrée de tes enfants? Vous imaginez ça? Acheter les fournitures scolaires, payer l'inscription et aussi la première tranche. Tout au moins pour les enfants. C'est difficile. Psychologiquement, je suis abattu. Et avec ça, je ne sais pas si je peux mieux faire le travail. Voilà, l'année va commencer maintenant. On va commencer avec les assurés. Et ceux-là, ils commencent l'année avec les primes déjà, oui. Nous, même, comment on va préparer la rentrée scolaire? Dites-moi. Comment? Nous avons des enfants aussi envoyés à l'école. Nous-mêmes, nous devons préparer la rentrée scolaire. Cette situation semble entacher les efforts du gouvernement pour un système éducatif efficace, avec l'invitation cette année de tous les enseignants, y compris ceux du privé et les AME, à participer aux journées pédagogiques. Moi, je ne vois pas les efforts. Je ne vois pas les efforts dont vous parlez. Parce qu'on a commencé ce truc-là depuis 2019. Depuis 2019, on a toujours chanté les mêmes choses, on a toujours revendiqué les mêmes choses. Mais jusqu'à ce temps, ça veut dire 4 années scolaires, n'est-ce pas? Oui, de 2019 à 2022, ça fait 4 années scolaires déjà écoulées. Mais quelle amélioration nous avons eue? Et quels sont les efforts? Les efforts dont vous parlez là, où sont les efforts? Ça donne quoi? Ça ne donne rien. On ne voit rien. Donc pour moi, c'est qu'il n'y a pas d'effort, nous sommes là, et puis livrés à nous-mêmes, et puis bon, on se contente de ce qu'on nous donne, et puis on fait avec. Que ce soit du privé ou pas, quand on parle de journée de réflexion, tout le monde doit y aller. S'il y a 5 francs pour les APE, il peut y avoir 2 francs, que ce soit privé ou pas. Mais pour cette journée-là, il faut mettre tout le monde dans le même bain. Parce que le résultat de fin d'année, que ce soit au BPT, au CEP, au bac et consort, vient de qui? Des enseignants, que ce soit du privé ou pas. Et après tout, c'est pour qui? C'est pour l'État. Nous sommes associés aux journées de réflexion. Vous voyez? Et quand on finit, les autres sont payés et nous autres délaissés. Ça, c'est de l'injustice. Les nombreuses négociations avec le gouvernement n'ont juste là porté un fruit en leur faveur, mais les AME espèrent que les dernières concertations en date vont finalement aboutir au paiement de 12 mois sur 12. Le gouvernement avait rencontré toujours les mêmes partenaires sociaux à la présidence.
où le président même avait lancé un défi, s'il faut nous payer les 12 mois sur 12 et voir comment gérer l'augmentation de salaire ou augmenter le salaire chaud là. Et jusqu'à aujourd'hui, on est là, on est resté là. On ne sait même pas si cette rencontre-là a déjà connu sa fin ou pas, on ne sait pas. Et il y a encore une autre rencontre. Bon, pour moi, je ne sais pas, quand ils se rencontrent, ce qu'ils se disent, on entend seulement le reste. Mais moi, ici, debout devant vous, si j'attends quelque chose de cette rencontre, premièrement, c'est les 12 sur 12. Oui, ils se sont toujours rencontrés. Ils se sont toujours rencontrés. On a toujours la suite, on connaît la suite. Mais sincèrement, s'ils peuvent, pour cette fois-ci, pour cette année scolaire qui vient, s'ils peuvent vraiment regarder dedans et puis penser aux AME vraiment, ce serait bon. À partir de cette année, il faut que les 12 sur 12 soient appliqués à tous les AME. On va applaudir. Ça va nous donner un ouf de soulagement. C'est la première des choses que moi j'attends de cette rencontre. Et tout le reste, après. On espère une amélioration de notre condition de travail et de vie. Tout au moins les 12 mois sur 12 pour cette rentrée qui veut commencer. Tout au moins les 12 mois sur 12. Nous implorons vraiment la clémence de ce gouvernement. Qu'il pense à nous. Pour une bonne année scolaire 2022-2023, les aspirants au métier d'enseignant souhaitent que leur salaire de septembre soit payé à bonne date. Alors Gauthier Sédodé, vous avez réalisé cet élément. Est-ce qu'il faut un même traitement pour les AME et les ACE et les APE? Il faut un même traitement pour tous ces enseignants, selon vous? Eh bien, on ne peut pas dire qu'il faut un même traitement parce que c'est une échelle. Quand vous commencez avec un salaire et progressivement vous grandissez dans la fonction. Donc on ne peut pas tout de go dire mais il faut qu'on soit raisonnable. C'est vrai que les enseignants en général souffrent dans notre pays et ils ne font que des revendications sur revendications. Alors, chaque année. Moïse Alphonse Soudé, vous réagissez par rapport à l'élément que vous venez de suivre. Vous voyez, c'est un peu dommage. Journée pédagogique, prime de la rentrée, on devrait payer cela à tout le monde parce qu'ils ont participé aux journées pédagogiques, ils veulent commencer la rentrée. On leur a donné déjà un salaire de 9 mois sur 12, mais quand ils ont participé à la journée pédagogique, ils doivent percevoir les mêmes montants que les anciens. Et au niveau des primes de la rentrée, ils doivent avoir ça. Vous voyez, quand vous rentrez dans une classe, moi, par ailleurs, je suis enseignant, ça fait déjà 22 ans que je tiens la craie. Mais aujourd'hui, vous posez la question aux enfants de savoir qui a envie de devenir enseignant. La réponse est 0. Monsieur, on ne peut pas devenir enseignant pour être pauvre. Et quand les parents s'adressent aux enseignants, c'est comme si on était comme leur jardinier, leur chauffeur. Je dis, dans certains pays, il y a 2 corps de métier qu'on respecte. Les enseignants et les médecins. Ceux qui sont de la santé et de l'enseignement, parce que c'est eux, c'est la base de toute nation. C'est la base de toute nation. Donc je voudrais que ceux qui sont cherchés, parce qu'on a dit AME, ça va durer combien de temps? Combien d'années? Est-ce que vous serez AME toute votre vie? On n'a pas, il faut revoir ça, parce que le travail que l'enseignant fait, si je n'ai pas d'argent dans ma poche à la veille d'une rentrée, alors qu'on a dit les coûts démarrent. Tout à l'heure, on a écouté le responsable de l'éditeur qui dit les coûts démarrent effectivement le lundi à la première. Donc, si je n'ai pas le ventre bien rempli, si je n'ai pas la documentation, qu'est-ce que je vais enseigner aux enfants? Parce que là, maltraiter les enseignants, c'est compromettre par ailleurs l'avenir des enfants. C'est ça. Donc, il va falloir que l'État se dise, désormais, je dois renforcer l'enseignement et la santé. Sans ces 2 vecteurs-là, une nation ne peut pas se développer. Donc je voudrais qu'on finisse par clarifier. Voilà pourquoi on parle du Parlement. Il faut des gens qui réfléchissent au Parlement, des gens qui peuvent produire des lois pour le développement d'une nation. On ne produit pas des lois pour tuer les citoyens du pays. Donc, pour ceux qui veulent être députés, on n'a qu'à trouver des gens. Dans chaque corps de métier, il doit y avoir des élites à l'Assemblée nationale pour nous proposer des lois afférents à chaque domaine. Il faut qu'il y ait des spécialistes de l'éducation à l'Assemblée nationale pour dire par rapport aux réformes dans l'éducation, voilà ce qui est faisable. Il ne faut pas plaquer ce qui se passe ailleurs. Parce que chaque pays a ses réalités. Alors, Gauthier, il faut un traitement différent, dites-vous, pour ces enseignants. Non, je disais que, voilà, vous commencez un métier, vous ne pouvez pas prétendre avoir le même traitement que vos aînés. C'est ce que je disais. Mais quand même, il y a le minimum à avoir. Eh bien, je disais que les enseignants en général souffrent dans notre pays, le Bénin,
Mais la situation des aspirants au métier d'enseignant, c'est une situation inquiétante. C'est une situation inquiétante. Ils sont des Béninois, mais le traitement qu'on leur réserve, c'est vraiment pas la joie. Ils se plaignent tout le temps et il faut que le gouvernement pense à améliorer les situations. Pendant les vacances, eh bien, ils sont laissés à eux-mêmes. D'autres vont faire des travaux de manœuvre. Vous les voyez sur les chantiers par-ci, par-là, alors que ce sont des enseignants. Ils ont une image à préserver. Donc, il faut que le gouvernement pense à la situation des AME qui n'ont pas de prime de rentrée, qui sont payés 9 mois sur 12, contrairement à leurs aînés ACE, APE, et qui participent. Heureusement que cette année-ci, on leur a permis de participer aux journées pédagogiques, même si eux, ils n'ont pas bénéficié de primes, parce que des avantages qui accompagnent. Cela n'est pas normal, parce qu'on peut dire qu'ils font le même travail que les autres. Ils font le même travail. Les résultats que nous avons eus à la fin des derniers examens, c'est le fruit des efforts et des AME, et des ACE, et des APE. Et donc, on ne peut pas les laisser dans cette condition. On doit réfléchir davantage et aussi déterminer le nombre d'années pendant lesquelles ils vont demeurer aspirants. Des gens qui ont déjà le diplôme dans le domaine, qu'on recrute, mais on dit qu'ils sont aspirants à être enseignants, alors que tu as déjà un diplôme professionnel. C'est une transition, certainement. Mais cette transition ne doit pas durer. Regardez depuis quand ce système a commencé. Mais les gens sont toujours... Ils aspirent toujours. Ils ne sont pas encore enseignants, ils aspirent à être Et à côté de ça, c'est le salaire. Au primaire, on parle de 60 000. Qu'est-ce que l'homme peut faire avec 60 000 dans notre pays aujourd'hui, avec l'inflation qui a gagné tout le terrain? Je pense que c'est une situation qui interpelle sérieusement nos dirigeants, qui doivent prendre les mesures pour que, tout au moins, ils soient payés 12 mois sur 12, comme les autres, et aussi que la durée, qu'ils connaissent le bout du tunnel de système d'aspirana. Qu'on sache que je rentre cette année, j'ai tel nombre d'années à faire dedans pour être reversé complètement. Pour être confirmé. Gauthier Sénodé, nous sommes dans un pays où le Bénin n'est pas un pays qui a de pétrole, qui a ni de de l'or ressources minières. Est-ce qu'il ne faut pas gérer au mieux le peu de ressources que nous avons? On peut gérer au mieux. C'est vrai, c'est à cela qu'on appelle les dirigeants. Mais ce qui est fait actuellement, le gouvernement de Patrice Talon peut mieux faire. Le gouvernement peut mieux faire si on ne réfléchit. Pays où il n'y a pas de l'or, il n'y a pas de ressources minières, c'est ça? Vous connaissez, est-ce que vous savez qu'il y a des pays qui n'ont pas de ressources minières, comme le Bénin, qui ont décollé au même moment en 1960 et qui sont aujourd'hui en train de tutoyer les États-Unis? Donc ce n'est pas forcément une question de ressources, c'est une question de redistribution de la richesse nationale. Et lorsque vous évoquez, je suis parfois dérangé. Entre-temps, quelqu'un les a appelés vacataires. Aujourd'hui, on les appelle aspirants avec le parchemin nécessaire. On les appelle aspirants. Sont-ils des aspirants, des professeurs adjoints, des enseignants du primaire ou de la maternelle ou du secondaire? Comment doit-on les appeler? C'est un peu péjoratif le mot aspirant. J'aspire à un métier que j'exerce au même titre que mes anciens, qui ont toutes les prérogatives. C'est-à-dire, ce qui change, c'est juste le salaire qui change. Mais on donne les mêmes cours et on attend de moi les mêmes résultats. Et si on attend de moi les mêmes résultats, c'est justice de me faire un traitement équitable. On ne demande pas à un aspirant de former les enfants au rabais. On lui demande exactement ce qu'on demande à un professeur qui a déjà fait 25 ans d'enseignement. Et Dieu seul sait qu'au milieu de ces aspirants-là, il y a des gens qui font du bon boulot. Allez dans les arrondissements du Bénin. Le Bénin qu'on voit à Cotonou, ce n'est pas celui qu'on voit après Z, lorsqu'on tourne à droite en profondeur. Ce n'est pas celui qu'on voit à Mossé, à Karimama. Ce n'est pas celui qu'on voit quelque part à Diakotomé.
Lorsque vous demandez, il y a des endroits où il n'y a même pas quelqu'un qui va manger. Dans ce Bénin-là? Dans ce Bénin. C'est-à-dire à midi, vous n'avez pas quelqu'un qui va manger. Lorsque normalement un enseignant est en vacances, vous savez ce qu'il fait? Il prépare ses fiches pour l'année qui vient. Il ne reconduit pas les mêmes cours. Il actualise ses bases, ses connaissances. Mais lorsque vous ne lui permettez pas de reposer son cerveau et de se consacrer à ce travail de préparation, ne soyez pas étonnés que l'année qui suit, il reconduise les mêmes fiches. Il n'a pas suffisamment de temps. Vous avez dit qu'il fait aide-maçon. Quand est-ce qu'il aura alors le temps d'aller préparer les fiches? Je pense que le gouvernement doit repenser en profondeur cette question. Il y a plusieurs questions qui restent en suspens. Quand je suis aspirant, je deviens enseignant quand? Enseignant, sans qu'on m'enlève le titre d'aspirant là. Quand? À la retraite. Parce que le système est tel que chaque fois, il faut se réactualiser dans la base de données. Autrement dit, vous n'avez pas un titre, en fait. Vous êtes quelqu'un comme un tâcheron. On vous invite pour 9 mois, on vous exploite. Et si le système ne vous reprend pas, c'est que vous pouvez être éjecté du système. On a vu des gens qui ont enseigné déjà 1, 2 fois et qui, à la 3e fois, n'ont pas retrouvé leur nom. C'est-à-dire, on fait une ventilation des enseignants. Et dans cette ventilation-là, il y en a qui ne se retrouvent pas. On a vu des gens qu'on a envoyés à des postes, on a même mis des bus à disposition pour les amener dans le tréfonds du Nord, là-bas. Et le lendemain, ils ont repris le bus pour revenir à Cotonou parce qu'ils ont dit non, nous, on n'est pas dedans. Autrement dit, ceux qui ont accepté de faire le travail, c'est un sacerdoce. Allez au Niger pour voir. Lorsqu'un enseignant, plus vous êtes éloigné de la capitale, mieux vous êtes traité. Les conditions n'étant pas réunies de manière à permettre l'épanouissement de la personne, on compense cela avec certaines primes. Par exemple, on vous donne la maison, on vous donne l'habitation. Si vous allez dans les zones reculées, vous allez voir des bâtiments construits par l'État et qui ne sont plus occupés. Mais un enseignant ne peut pas rentrer dedans. Je suis allé quelque part à Sonsoro, vers Abanikwara là-bas, et des bâtiments ont été construits pour d'autres projets, hein, mais abandonnés et négligés. Alors qu'on aurait pu mettre ces aspirants là-dedans pour leur éviter de payer des loyers. Il faut qu'on revoie un peu le système. Il faut qu'on pense le système. Il y a tellement de questions qui restent en suspens pour les aspirants qu'on se demande si véritablement l'État, c'est vrai, dans l'éducation, a mis des balises qui font que l'enseignant est obligé de travailler. Oui. Mais quand on fait ça, vous dites aussi qu'on n'a pas de ressources. Mais l'assiette fiscale ne pardonne pas. C'est-à-dire aujourd'hui, l'État a mis suffisamment de techniques pour recouvrer. C'est-à-dire l'assiette fiscale est suffisamment large aujourd'hui. Et je pense que la question de l'éducation, comme l'a dit Moïse, c'est une question primordiale qui nécessite qu'on mette véritablement l'accent, qu'on trouve une solution. Parce que ceux qui ont été vacataires au temps de Yahi Boni, aujourd'hui, on ne sait même pas s'ils sont encore dans le système. Aujourd'hui, ceux-ci sont aspirants. Quand Talon partira, qu'est-ce qu'ils deviendront? Est-ce qu'on ne va pas continuer parce que là, j'ai l'impression qu'on est en train de jouer un peu avec eux. Il faut qu'on arrive à un moment, qu'on arrête la saignée, qu'on recrute des gens dans le système, même ceux qui sont ACE là. Il est temps qu'on enlève ce titre d'ACE de leur tête. C'est quoi ACE? Il est temps qu'on les recrute en tant qu'enseignants parce que chaque jour, des gens vont à la retraite. Chaque jour, des gens vont à la retraite. Léonard Claudel Sonaïkpon, pourquoi ce traitement à double vitesse? Je ne peux pas le dire, je ne suis pas l'exécutif. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, l'éducation, c'est l'une des plaies de ce régime-là. Quand vous regardez, vous allez dans certains établissements, vous voyez, on est au XXIe siècle, mais il y a un nombre assez impressionnant encore d'élèves dans certaines classes, toujours. Nous, on a fait des reportages ici, où, c'est même pas loin, juste à Torila, il n'y avait même pas de classe, de salle de classe pour des enfants, pour qu'ils puissent... Le minimum qu'on demande, c'est des salles de classe. Est-ce que le gouvernement doit voir partout au Bénin qu'il faut la priorité même d'un gouvernement, c'est l'éducation. Normalement, ce qu'on demande, c'est que nous, aujourd'hui, que nos enfants soient plus intelligents que nous, que nos enfants travaillent mieux que nous, que nos enfants réfléchissent mieux que nous. Mais si nos enfants deviennent plus tarés que nous, ça pose un problème. Le monde évolue.
Et cette évolution-là demande à ce que l'éducation soit meilleure parce qu'on a de meilleures ressources, parce qu'on a plus de l'information qu'avant. Et donc aujourd'hui, c'est assez incompréhensible qu'un secteur aussi sensible, qu'un secteur qui véritablement, que ce soit les médecins, que ce soit les docteurs, que ce soit les enseignants, tous les corps de métier passent par l'enseignement avant de devenir ce qu'ils sont aujourd'hui. Et donc, si ils ne sont pas bien formés à la base, mais on aura et des politiciens qui seront médiocres, on aura et des journalistes qui vont dire ce qu'ils veulent sur des plateaux, on aura dans tous les corps de métier, mais ce sera de la pagaille. Et donc aujourd'hui, qu'on priorise, moi je veux bien que par exemple, on priorise le tourisme et tout ça pour la vitrine du pays, c'est pas mauvais en soi. Mais l'éducation, c'est la base même d'un pays. Donc vous estimez que rien n'est fait? Non. Et c'est là où je pense qu'il ne faut pas se tromper. Beaucoup de choses ont été faites. C'est-à-dire, disons-nous la vérité, ce n'est pas que tout est médiocre, non. Ce n'est pas que rien n'est fait, non. Mais vous avez posé un problème spécifique, ce sont les AME. Là, il y a problème, en fait. Et il faut avoir le courage de le dire. Vous êtes enseignant. Que faut-il faire? Il faut améliorer les conditions de vie et de travail de ces messieurs-là. En faisant quoi? Écoutez, il faut les recruter, par exemple. Il faut les recruter. Parce que ce type d'AME-là, ça va durer jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Qu'on dise peut-être dans la loi que pour passer d'AME à enseignant permanent, 1 an ou 2 ans. Après ça, on vous saute ce titre et vous êtes recruté normalement. Avec des performances. Oui, avec des performances. Vous savez, ce sont des enseignants avec lesquels les directeurs sont très exigeants. Ouais, c'est ça. Très exigeants. Ouais, un APE qui a déjà 25 ans d'enseignant de service, bon, on sait comment on le traite. Les AME, attention, on est exigeant avec eux. Et quand vous voulez être exigeant avec quelqu'un, il faut lui donner les moyens. Oui. Parce que, écoutez, lundi, il veut commencer l'école lundi, il n'a pas l'argent en poche. Mes enfants n'ont pas encore leur fourniture et je vais penser aux enfants des autres. Mais les gens l'ont dit. Je n'ai pas pu avoir les moyens en tant qu'AME, je n'ai pas pu avoir les moyens d'acheter les fournitures scolaires à mes propres enfants. Et le lundi matin, je dois pointer à la première pour dispenser des cours, alors que mon enfant n'a pas sa tenue kaki, n'a pas ce qu'on appelle ses livres. Je n'ai même pas encore payé la première tranche. Et vous voulez que j'aille m'asseoir dans une salle de classe pour former les enfants des autres. Moralement, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc je voudrais, comme je l'ai dit à l'entente, l'enseignement et la santé. Moi, j'ai eu la chance de commencer, j'ai fréquenté à WhatsApp Info. C'est là que j'ai eu mon CFEP. Mais là-bas, en ce temps-là, quand on vous affecte, là, c'est le maire qui vous accueille. Le maire qui vous accueille, qui vous installe. La population vous donne un champ. Et vous allez voir nos frères, ils cultivent et ils vont vendre leurs produits. Ils ne touchent même pas leur salaire. Et à ces conditions-là, ils sont performants en classe. Parce que manger, on ne réfléchit plus. Centre de santé, on ne réfléchit plus. Aujourd'hui, ce n'est pas la même chose. Donc, je dis, un enseignant... Ce sera votre mot de fin. Oui, un enseignant, il faut lui améliorer ses conditions de vie de travail. Parce que quand vous envoyez votre... Tout à l'heure, le coach scolaire a dit il faut un contrat de performance entre le parent et les enfants. Donc, il faut aussi un contrat de performance entre l'État et les AME. Allez, Gauthier, votre mot de fin, on va partir. Eh bien, beaucoup d'enseignants AME sont stressés par le nombre d'heures à exécuter. Vous parlez jusqu'à 28 heures d'exécution par semaine. Oui. Et d'autres sont dans le système de bivalence, c'est-à-dire ils enseignent 2 matières. L'année passée, j'en ai connu qui ont enseigné philosophie et anglais en même temps. Incompatibilité totale. Et c'est dans ces conditions, avec ce traitement-là, il y a un piège qui guette le gouvernement, qui crée de travail, le gouvernement qui crée d'emplois. Les gens, s'ils ne peuvent pas gréver, ils vont laisser tomber pour aller trouver du travail ailleurs. Et c'est nos enfants qui vont en souffrir. Valentin Adibocha. La rencontre entre le gouvernement et le chef de l'État, entre les syndicalistes et le chef de l'État, les conclusions doivent être mises en œuvre maintenant. Les conclusions de la rencontre gouvernement-syndicat. 12 mois sur 12. Okay. Léonard Claudel Soleil. Moi, je dis que l'éducation, c'est le socle de toute nation qui se veut prospère. Et si on veut véritablement évoluer, si on veut véritablement sauter le pas du sous-développement, ça passe par l'éducation. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour cette émission. Merci pour votre attention. Rendez-vous demain à partir de 8h
pour un autre numéro du Morning Live. Merci aux différentes équipes de réalisation et de diffusion. Merci à vous, Valentin Adiboka. Merci à vous, Moïse Alphonse Soudé. Merci à Léonard Claudel Sonnet-Pont, à Gauthier Sédodé. Passez, mesdames, messieurs, une excellente journée en notre compagnie. L'actualité reste en continu sur GovTV Afrique.